Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est Elsker, on continue Parlons Constitution avec l'épisode 23 qui continue de parler du pouvoir législatif et on va se poser la question, quel pouvoir pour chaque chambre ? Alors, quel pouvoir pour chaque chambre ? C'est la question du coup des pouvoirs, donc de ce que peuvent faire les chambres, et c'est également la question des fonctions des chambres. Ce qu'elles font et quels pouvoirs elles utilisent, pourquoi faire. Il y a évidemment le travail le plus important d'une chambre, qui est le travail législatif, qu'on va voir du coup de façon un peu plus détaillée pour les trois chambres que j'ai données à la fin de l'épisode précédent, à savoir, pour moi, l'Assemblée nationale, la Chambre des sages et le Conseil scientifique. Alors l'Assemblée nationale, dont je vous ai mis une illustration ici, le bâtiment pourra rester le même, sans aucun doute, sera chargé de faire la loi courante. Il serait chargé de faire la loi courante ou la loi ordinaire à la majorité relative. C'est assez simple à comprendre, la majorité relative ou la majorité simple. Selon comment on l'appelle, c'est la même chose de toute façon. C'est par exemple un vote à l'Assemblée. Êtes-vous pour ou contre ? Pour, contre ou abstention du coup, pour les députés qui seraient présents. La majorité l'emporte. Si par exemple il y a 40% de votes pour, 30% de vote non, ou de vote contre, 30% d'abstention, alors c'est adopté parce que la majorité, à 40%, est pour. C'est ça la majorité relative ou majorité simple. Donc le travail de l'Assemblée nationale, c'est de faire la loi courante, la loi ordinaire, et de déterminer la politique de la nation en relation avec le gouvernement. C'est-à-dire que dans ma conception, dans ma vision politique dans le domaine constitutionnel, l'Assemblée nationale est en relation étroite avec le gouvernement, dont on verra dans un épisode prochain, pas tout de suite, même pas celui après, mais je crois que c'est encore celui après, on va commencer à voir le gouvernement à partir de l'épisode 25, il me semble. Faudra que je revoie mon programme, disons. Mais vous verrez bien, de toute façon vous le découvrirez. Donc l'Assemblée nationale, pour moi, doit être en relation étroite avec le gouvernement pour déterminer la politique de la nation. Politique déterminée par l'Assemblée nationale, mais conduite par le gouvernement, on le verra. Qu'est-ce que ça veut dire déterminer la politique de la nation ? C'est donc déterminer les décisions importantes, le point de vue politique, l'ensemble en fait de la vision politique de la France. C'est quelle est la vision politique ? Qu'est-ce qui guide les décisions des dirigeants, c'est-à-dire le gouvernement et le président de la République, en tout cas l'exécutif, comme le législatif, qu'est-ce qui guide, quelle est la vision générale ? Déterminer quelle sera la politique en termes de décision, de vision, de politique générale, comme on le dit parfois également, pour la nation, pour la France, menée du coup par le gouvernement et dans les lois par l'Assemblée nationale, et également par les autres chambres qui ont un rôle également. Vous voyez tout de suite la Chambre des sages. J'ai mis une image du Sénat actuellement. Donc sur la 5e République, c'est le Sénat, donc le palais du Luxembourg. Ça pourrait être la future Chambre des sages, pourquoi pas. Alors, que doit faire la Chambre des sages ? Quel serait son rôle dans le travail législatif ? Si l'Assemblée nationale fait la loi courante, la loi ordinaire, détermine la politique de la nation en relation avec le gouvernement, que fait la Chambre des sages ? Elle n'a plus rien à faire. Son rôle est très particulier. Je pensais cette chambre comme une chambre de réflexion et de création d'un consensus. Elle doit faire du coup des lois dont le nom n'est pas encore fixé, et plusieurs noms ont ma préférence. Pourquoi pas des lois unanimes ? On pourrait les appeler les lois unanimes, puisqu'elles sont prises à l'unanimité des sages. On y viendra tout de suite après de ce que je veux dire par unanimité des sages. On pourrait aussi les appeler les lois principales ou les lois éminentes, puisqu'elles sont au-dessus des lois, elles sont plus importantes. On verra ça encore plus loin, sans être pour autant des lois constitutionnelles, des lois de révision de la Constitution, ou des lois organiques. Et donc ces lois particulières, ces lois unanimes, principales ou éminentes, seraient faites par les sages, à l'unanimité des sages. Qu'est-ce que j'entends par là ? L'unanimité des sages, c'est pas l'unanimité des votes exprimés par les sages, c'est-à-dire qu'un sage peut décider de ne pas être présent ou de ne pas s'exprimer. Non, ils doivent tous s'exprimer, tous les sages, pas seulement ceux présents, tous, ils doivent tous être présents pour voter pour. S'il y en a un qui vote contre, un qui s'abstient, un qui n'est pas présent, la décision ne peut pas être prise. Ce sont les lois unanimes, principales ou éminentes, votées à l'unanimité des sages. Pourquoi ça ? Pour viser les meilleures lois possibles.
la permanence, le consensus. Les meilleures lois, pourquoi elles sont prises en concertation avec toutes les forces politiques. En tout cas, une majorité, pour savoir s'il y a toutes les forces ou pas, il faut surtout voir comment est-ce que la Chambre des sages est formée, je veux dire quelle est sa composition, c'est-à-dire comment les sages sont nommés, élus, etc. Mais ça, ce sera le sujet de l'épisode 24, l'épisode prochain. Donc, la Chambre des sages, c'est viser les meilleures lois, viser la permanence des lois qui puissent durer dans le temps, se rapprocher quelque sorte d'une vérité politique, entre guillemets. J'en ai parlé dans un épisode précédent sur existe-t-il une constitution universelle, une constitution parfaite, où j'ai parlé un petit peu de vérité politique, entre guillemets. Cimenter la nation, c'est également pour ça, pour créer du lien entre les partis entre les forces politiques, qui sont obligées de se parler au sein de cette chambre pour décider quoi que ce soit. C'est donc créer du lien, c'est donc forcer le dialogue politique. Il est important que les forces politiques discutent entre elles. Si elles ne font qu'exprimer leur point de vue et s'opposer aux autres, ça ne fait pas du tout avancer le pays. Pour viser cette vérité politique, entre guillemets, il faut qu'il y ait discussion, débat, et pas juste présentation de son point de vue et opposition au point de vue des autres, aux opinions des autres, aux idées des autres, aux propositions des autres. Non, il faut qu'il y ait un dialogue, un réel dialogue entre les forces politiques, entre les opinions, entre les idées. Quand j'entends débat, je ne parle pas clash, je ne parle pas confrontation, c'est plutôt discussion. C'est donc travailler ensemble pour essayer d'arriver à un consensus, de se rapprocher de la vérité politique, encore une fois, entre guillemets. Donc viser les meilleures lois, viser la permanence. À côté, il y a le conseil scientifique, qui a un rôle moindre mais qui reste important dans le travail législatif. C'est cette chambre qui veille à ce que les lois ne méconnaissent pas, les connaissances scientifiques ne soient pas en contradiction avec elles, avec ces connaissances scientifiques. Cet objectif dans le travail législatif, c'est de dire à l'Assemblée nationale et à la Chambre des sages, on y reviendra un peu après, non, ça ne va pas. Ce que vous faites ne va pas, vous avez fait une loi qui est complètement en contradiction avec les connaissances scientifiques, vous visez tel objectif, et pour viser ces objectifs-là, vous ne pouvez pas faire comme vous êtes en train de le faire, parce que ça ne correspond pas aux connaissances scientifiques. Ça ne fonctionne pas, on sait que ça ne fonctionne pas. Vous pouvez pas viser cet objectif en faisant ça. Il y a incompatibilité, il y a méconnaissance de la loi envers les connaissances scientifiques. Le conseil scientifique est assez particulier car c'est une chambre que je pense comme faisant partie du Parlement, du pouvoir législatif, mais n'a pas la possibilité de faire la loi directement. Elle doit juste veiller à ce que les lois ne méconnaissent pas les connaissances scientifiques, ne soient pas en contradiction avec elles, et donc elle ne doit pas s'exprimer en tant que politique, en tant que philosophe, mais en tant que scientifique. Elle n'a pas à décider politiquement, ce n'est pas son rôle. Maintenant passons aux autres fonctions, les fonctions de contrôle, d'évaluation et de conseil. Sur le conseil, vous vous en doutez bien, le conseil scientifique a une importance. Alors là, je suis revenu en arrière, ce n'est pas bon. Petite erreur, ça arrive. Alors le contrôle. Le contrôle, ça peut être un contrôle information, un contrôle sanction, on va y venir après. Le contrôle, la fonction de contrôle, c'est seulement pour l'Assemblée nationale et la Chambre des sages. Surtout pour l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale et la Chambre des sages vont pouvoir faire du contrôle information. C'est-à-dire chercher à avoir au sein des commissions d'enquête, comme au sein des commissions permanentes, des chambres, au sein des missions d'information, des rapports d'application de la loi, etc., etc. Je ne détaille pas, c'est pas très important je vais pas aller dans le détail parce que ce serait trop long de détailler tout, en plus d'être fastidieux. Et même si parfois le diable se cache dans les détails, puisque les détails peuvent jouer énormément sur la pratique politique, dans la Constitution, il peut quand même rester que l'essentiel et le reste doit ressortir des règlements des assemblées. Mais s'il semble que quelque chose par exemple le fonctionnement d'une mission d'information ou le fonctionnement spécial d'une assemblée semble être tellement important qu'il risque d'aller contre l'esprit de la Constitution, en allant dans le mauvais sens, avec un règlement qui va contre l'esprit de la Constitution, alors des dispositions devront être inscrites dans la Constitution pour être clairement fixées. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pour la Constitution doit rester générale, mais s'il s'avère qu'elle est trop générale et que son esprit pourrait être dévoyé par les assemblées, par les règlements des assemblées, par la pratique politique, alors il faudrait, et c'est tout l'œuvre du parlementarisme rationalisé pour ceux qui ont fait du droit constitutionnel, il faudrait que cette rationalisation se fasse au niveau de la Constitution et que donc des règles particulières soient inscrites pour éviter que la pratique politique aille contre le texte, l'esprit du texte, l'esprit de la Constitution. Alors donc le contrôle information.
Maintenant que ça c'est dit, que c'est posé, que c'est clair, que vous l'avez en tête, le contrôle d'information, c'est l'idée que les chambres, ici l'Assemblée nationale et la Chambre des sages, pas le conseil scientifique, le contrôle c'est quelque chose de politique, le contrôle d'information c'est rechercher des informations auprès du gouvernement sur l'application de la loi, par rapport à ce qu'a voulu le législateur, l'Assemblée nationale ou Chambre des sages, par rapport à ce que fait le gouvernement en tant que pouvoir exécutif, en tant que pouvoir appliquant la loi bien sûr, mais sur commission d'enquête ou mission d'information, sur des affaires par exemple. Ça ne vise pas la sanction, ça ne vise seulement l'information des chambres, et également de l'ensemble de la société, par le travail qui est fait d'enquête, le travail d'information, de contrôle justement, information des chambres, pour permettre à la société d'avoir des réponses sur des problèmes, et aux chambres de pouvoir avoir des informations que ne lui donne pas nécessairement le gouvernement. Également il y a les contrôles-sanctions qui du coup, qu'est-ce que c'est? C'est la sanction politique envers le gouvernement. On y viendra plus en détail quand on parlera notamment de motions de censure, de la confiance, des questions de confiance, de ce genre de choses. Ça viendra dans un autre épisode, beaucoup plus tard. Il y a tellement de sujets à voir, c'est passionnant. Vraiment, cette série, c'est aussi pour vous montrer que le sujet constitutionnel est fondamental et essentiel à la vie politique d'un pays, et également passionnant, très complexe. Il y a beaucoup de choses qui sont présentes, beaucoup de rouages, et changer une petite chose peut changer toute la pratique du pouvoir, toute la pratique politique. Donc le contrôle de sanction, c'est vraiment la sanction politique d'une chambre ou des chambres envers le gouvernement. C'est par exemple sur la responsabilité ou non, on le verra quand on parlera de la responsabilité du gouvernement devant les chambres, et je vous le dis tout de suite, parce que on parle de la fonction de contrôle, donc il faut le dire dès maintenant, cette responsabilité, si elle existe, ce sera devant l'Assemblée nationale et pas devant la Chambre des sages. Pour quelle raison? Je peux déjà m'en expliquer maintenant. Parce que l'Assemblée nationale détermine la politique de la nation en relation avec le gouvernement, la Chambre des sages, non. La Chambre des sages a un rôle très particulier, l'Assemblée nationale détermine la politique de la nation, fait les lois ordinaires, c'est celle qui fait le plus de lois, c'est celle qui participe d'une certaine manière au gouvernement, qui a le plus de rapports avec celui-ci. Donc si la responsabilité ce serait devant l'Assemblée nationale, mais pas devant la Chambre des sages. Cependant, même si la Chambre des sages ne pourrait pas sanctionner, ne pourrait pas renverser le gouvernement ou des ministres, il pourrait potentiellement, lors de questions au gouvernement, poser des questions au gouvernement. Qui serait du coup là non pas un contrôle sanction, via les questions au gouvernement, mais plutôt un contrôle information, un peu plus différent que celui de l'Assemblée nationale. Puisque les questions au gouvernement, à l'Assemblée nationale, sont aussi des manières de sanctionner politiquement, d'interroger, d'avoir des informations bien sûr, mais de poser des questions pour avoir des réponses, pour aussi contrôler, sanctionner le gouvernement, mettre en jeu sa responsabilité. Le gouvernement rend des comptes devant l'Assemblée nationale en répondant notamment à des questions. Au sein des commissions parlementaires, les commissions permanentes, il y a également une certaine forme de contrôle, sanction, puisque les ministres, le gouvernement, peut être amené à répondre de son action devant les chambres. Et cette concrétisation pourrait, je ne détaille pas ici, pourrait être la possible sanction finale, c'est-à-dire le renversement du gouvernement. Ou, à minima, une mise en cause publique des actions du gouvernement via l'Assemblée nationale, grâce au pouvoir, aux fonctions, à ses pouvoirs de contrôle, sanction et de contrôle d'information. L'Assemblée nationale et la Chambre des sages ont toutes deux des fonctions de contrôle, essentiellement de contrôle information. Le contrôle de sanction ressort, lui, de l'Assemblée nationale, et pas de la Chambre des sages. Même si la Chambre des sages pourrait poser des questions, le conditionnel est mieux venu ici, pourrait poser des questions via des questions au gouvernement, ou en commission parlementaire, même si étant donné la façon dont travaillerait la Chambre des sages pour obtenir l'unanimité, il semblerait que le gouvernement y soit moins impliqué. Nécessairement. Donc sinon, concernant l'évaluation. Alors l'évaluation c'est un peu différent du contrôle. L'évaluation se veut plus objective, un peu plus scientifique, entre guillemets, puisque l'Assemblée nationale ne va pas avoir un contrôle réellement scientifique, c'est plus le rôle du conseil scientifique. Et c'est pour ça que l'Assemblée nationale, tout comme le conseil scientifique, vont avoir des pouvoirs liés à l'évaluation. Contrairement à la Chambre des sages qui n'en aura pas, car son rôle est purement politico-philosophique. Dans cette recherche des meilleures lois possibles, dans ce dialogue permanent sur des questions philosophiques et politiques pour trouver un consensus pour pouvoir faire des lois unanimes, éminentes ou principales, selon quel terme on pourrait choisir. Alors concernant l'évaluation,
cette évaluation serait l'évaluation des politiques publiques, en fait de l'action publique menée par les administrations et dirigée par le gouvernement. Ça se ferait via les commissions permanentes, dans les rapports que l'Assemblée nationale ou le conseil scientifique pourrait faire, dans les missions d'évaluation spécifiques. Tout ceci, évidemment prévu dans les règlements de l'Assemblée nationale et du conseil scientifique. L'Assemblée nationale pourrait faire une évaluation plus politique que le conseil scientifique le conseil scientifique se bornerait à évaluer les politiques publiques d'une manière strictement le plus possible scientifique sans mettre d'éléments politiques, en tout cas pas les siens. S'il doit discuter d'éléments politiques, ce n'est pas pour décider, c'est plus pour évaluer objectivement par rapport à ses objectifs politiques de façon scientifique. Ensuite, la mission de conseil, c'est une mission du conseil scientifique seul. L'Assemblée nationale et la Chambre des sages n'ont pas à conseiller le gouvernement, ce n'est pas leur travail. Le conseil scientifique, c'est bien plus son travail. Il conseille le gouvernement, oui, mais pas que. Il conseille aussi les deux autres assemblées. Pourquoi ça? C'est notamment lié à son rôle en tant que législateur, qui est de veiller à ce que les lois prennent en compte les connaissances scientifiques, n'aillent pas à l'encontre des connaissances scientifiques. Je vous renvoie à la première partie. Donc le conseil scientifique pourrait donc être saisi, comme le conseil d'État actuellement, c'est ce que j'ai mis, c'est conseil d'État, pourrait être saisi comme le conseil d'État actuellement, pour conseiller le gouvernement. Mais aussi, il pourrait être saisi par les assemblées ou par une partie, c'est à préciser. Par exemple, ça peut être par un certain nombre de députés, ou de sages, ou par le président de l'Assemblée nationale ou le président de la Chambre des sages. C'est à préciser, mais en tout cas, il pourrait être saisi par le gouvernement ou les assemblées pour conseiller sur la scientificité, disons, de la loi. Également, le conseil scientifique, dans cette mission de conseil, cette fonction de conseil, aurait des relations avec d'autres institutions de conseil, notamment le Conseil économique, social et environnemental, la Cour des comptes, peut-être le Conseil d'État, etc., etc. Notamment pourquoi? Pour faire des rapports. Il ferait ses propres rapports, mais aussi peut-être des rapports en commun, et des avis, du travail, en tout cas de conseil, avec d'autres institutions, pourquoi pas. En tout cas, c'est une mission de conseil. Donc ce n'est pas une mission de contrôle politique, ce n'est pas une mission politique. C'est une mission purement de conseil, et un conseil ne contraint pas. Donc ces rapports et avis ne sont jamais directement contraignants, et peuvent l'être indirectement, puisque si une chambre, par exemple, fait quelque chose, fait une loi qui va à l'encontre des connaissances scientifiques, dans sa fonction législative de gardien, disons, de la scientificité des lois, le conseil scientifique ne pourrait agir. Mais les avis et les rapports, eux-mêmes, ne sont pas directement contraignants. Ils sont aussi contraignants, indirectement, via la médiatisation dont ils pourraient faire l'objet, sur l'absence de contenu scientifique, de respect des connaissances scientifiques par le gouvernement ou les assemblées. Mais directement, il n'est pas contraignant. Si l'Assemblée nationale, si la Chambre des sages, si le gouvernement veut aller contre un rapport ou un avis du conseil scientifique, ils le peuvent, même si ce n'est pas forcément sans conséquence. Alors pour que ce soit un peu plus précis, maintenant qu'on a vu la fonction législative pour l'Assemblée nationale, la Chambre des sages et le conseil scientifique, et les fonctions de contrôle, d'évaluation et de conseil pour les différentes chambres, il faut voir les relations entre les chambres. Et là, on aura du coup des pouvoirs plus spécifiques, on en a déjà eu. Ici, on en a déjà évoqué dans la mission de contrôle, avec les commissions parlementaires, les commissions d'information, les commissions d'enquête, les rapports d'application de la loi, les rapports, les avis du conseil scientifique pour ce qui est du conseil, pour ce qui est de l'évaluation, les rapports et des missions d'évaluation spécifiques, etc., etc. Donc il y a déjà des pouvoirs en tant que moyen, en tant qu'outil aux chambres qu'on a donné, mais là, via les relations entre les chambres, on aura déjà plus de pouvoir en tant qu'outil, en tant que moyen, et non pas en tant que fonction des chambres. Donc concernant les relations entre les chambres, il faut d'abord parler de ce que j'ai dit dans la partie 1, la primauté du coup de la loi unanime principale ou éminente sur la loi ordinaire. J'en ai parlé un petit peu et on va détailler ici. Les lois prises par la Chambre des sages ne peuvent être changées que par elles-mêmes. C'est donc ça la primauté. C'est notamment pour ça qu'on pourrait les appeler lois unanimes, principales ou éminentes, contrairement aux lois ordinaires. Et donc les lois prises par la Chambre des sages ne peuvent être changées que par elles-mêmes, toujours à l'unanimité des sages comme je l'ai dit, où le constituant, évidemment, pourrait d'une certaine manière changer la loi, puisque la Constitution étant au-dessus des lois,
y compris ces lois-là, une inscription de quelque chose de la Constitution pourrait rendre invalide une loi prise par la Chambre des Sages ou une partie d'une loi prise par la Chambre des Sages. Mais ça, c'est un détail, ce n'est pas réellement le travail législatif. Pour ce qui est du travail législatif, du coup, seule la Chambre des Sages peut changer les lois qu'elle a prises. Seule elle. Sauf exception que je vais détailler ici, sauf l'exception de la situation exceptionnelle. Qu'est-ce qu'une situation exceptionnelle? Ça pourrait être détaillé notamment par une cour constitutionnelle, par le Conseil constitutionnel actuellement, mais peut-être la cour constitutionnelle plus tard. Situation exceptionnelle, qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est par exemple, si une situation politique, une situation dans le pays, de la société particulière arrive, une situation exceptionnelle arrive, et que une loi prise par la Chambre des Sages empêche d'agir. Ce que j'ai marqué entre parenthèses, il faut changer vite la loi unanime, principale ou éminente, pour telle ou telle raison. Eh bien, dans ce cas-là, les autres législateurs, donc je parle essentiellement de l'Assemblée nationale, mais pas que, on va y venir, pourraient changer les lois unanimes, principales ou éminentes. Mais cette exception a des règles très précises. Il n'y a que la Chambre des Sages qui peut décider, la Chambre des Sages qui doit décider que c'est possible. Elle décide à l'unanimité des votes exprimés. Ce n'est pas la même chose que l'unanimité des sages, certains peuvent donc s'abstenir tant que personne ne vote contre. Ils peuvent s'abstenir ou être absents. Donc, la Chambre des sages décide à l'unanimité des votes exprimés et sur demande motivée. Sur une demande motivée, mais pas de elle-même, elle ne peut pas s'auto-saisir, elle ne peut pas dire « Ok, je décide que toi ou toi, que l'Assemblée nationale, tu pourras changer, par exemple, une loi unanime, principale ou éminente, je vais pas le répéter à chaque fois, je dirais unanime, comme ça ce sera plus court. » Elle ne peut pas décider elle-même de se saisir. C'est seulement sur une demande motivée, donc des arguments qui précisent les raisons de cette exception à la règle qui est au point précédent, l'exception au principe doit être motivée par une demande du gouvernement, du chef d'État ou de l'Assemblée nationale. Cette demande est motivée et donc il y figure également la chose suivante, qu'une loi unanime pourra être changée par un autre législateur. Ce choix de notre législateur devra être donné dans la motivation de la demande. Cet autre législateur, ce serait qui? L'Assemblée nationale ou le gouvernement habilité par l'Assemblée nationale, dans le cadre de la procédure des ordonnances que l'on verra plus tard, de façon un peu plus précise sur la question est-ce qu'il faut qu'il y ait la possibilité d'ordonnance ou pas. On en parlera plus en détail plus tard. Donc si c'est le cas, si je le marque, c'est certainement que je suis pour, mais on le verra plus tard, si c'est le cas, l'Assemblée nationale, ou du coup le gouvernement habilité par l'Assemblée nationale, pourront changer une loi unanime. Donc comme je l'ai remarqué dans cette parenthèse, lequel devra être précisé par la demande, donc pas forcément celui qui fait la demande. Par exemple, le chef d'État ne peut pas lui-même faire une loi pour changer une loi unanime principale ou éminente, puisqu'il n'a pas le pouvoir législatif. Or, peut-être, et ça on le verra lorsqu'on en parlera dans très longtemps, peut-être en cas de situation de péril exceptionnel, dans le cadre des pleins pouvoirs, puisqu'actuellement, sous la 5e République, l'article 16 dispose des pleins pouvoirs que le chef de l'État peut s'octroyer temporairement sous certaines conditions, que je ne détaille pas ici, puisque ce n'est pas le lieu, mais sous certaines conditions, le chef d'État peut prendre des pleins pouvoirs et donc agir, passer des ordonnances à valeur législative pour résoudre une situation très particulière d'atteinte au territoire et au fonctionnement normal des institutions. Dans ce cadre-là, c'est autre chose, on en parlera le moment venu. Donc le chef de l'État pourrait dire, je reprends mon exemple, le chef de l'État pourrait faire une demande motivée en raison de la situation exceptionnelle de tel ou tel pan de la société, pan des politiques publiques, telle loi unanime, principale ou éminente, pose problème, il faut la changer rapidement parce que la situation est dangereuse notamment pour l'ordre public, par exemple, Donc je demande à la Chambre des sages de se prononcer pour que l'Assemblée nationale, par exemple, puisse changer cette loi. Ou alors, autre exemple, le gouvernement fait une demande motivée à la Chambre des sages pour que, s'il y a habilitation par l'Assemblée nationale lui-même, donc le gouvernement habilité par l'Assemblée nationale, puisse changer une loi, donc toujours motivation, pour quelle raison, justifier la situation exceptionnelle. Et donc, comme je l'ai remarqué en bas, la Chambre des sages ne peut pas elle-même décider qu'un autre législateur pourra changer une loi unanime. Pourquoi ? Parce que sinon, si la Chambre des sages pouvait faire ça, elle pourrait décider,
parce qu'elle n'arrive pas à se mettre d'accord, à l'unanimité des sages, elle pourrait décider à l'unanimité des votes exprimés que il faut changer ces lois pour pas vraiment de raison valable, juste parce qu'elle n'arrive pas elle-même à changer une loi que une législature précédente a prise, et donc décider de se saisir elle-même pour que quelqu'un le fasse à sa place, et donc ne pas faire le travail qu'elle doit faire, qu'elle a l'obligation de faire, d'accomplir. Donc voilà, le principe de la primauté de la loi unanime principale éminente sur la loi ordinaire, avec l'exception en cas de situation exceptionnelle, où un autre législateur peut changer une loi unanime si il y a demande motivée du gouvernement, du chef de l'État ou de l'Assemblée nationale à la Chambre des sages qui décide à l'unanimité des votes exprimés que cela est possible. Alors la Cour constitutionnelle, actuellement Conseil constitutionnel, est saisie automatiquement de cette demande motivée du gouvernement, du chef d'État ou de l'Assemblée nationale et peut l'annuler si aucune situation exceptionnelle ne l'exige. Si la Cour constitutionnelle considère que la demande est insuffisamment motivée ou que les motifs sont non valables, elle peut annuler la demande. Alors ensuite, maintenant qu'on a vu la primauté de la loi unanime principale ou éminente sur la loi ordinaire, nous allons voir l'autre point important dans le pouvoir législatif, dans ce Parlement, qui est le rôle du conseil scientifique de veiller à ce que les lois ne méconnaissent pas les connaissances scientifiques. Comment est-ce que cela se concrétise dans le fonctionnement, dans les pouvoirs du conseil scientifique? Ça se fait par le veto scientifique, suspensif ou absolu, sur loi ordinaire, sur loi unanime, sur une loi organique, sur les lois de finances, les ordonnances, les décrets, le loi constitutionnel. Qu'est-ce que c'est que ce veto scientifique? Qu'est-ce que c'est? Est-il suspensif ou absolu? Le veto, c'est le fait de dire non, de refuser. C'est un pouvoir négatif dans le sens où on s'oppose à ce que quelque chose soit fait. Le positif, c'est on fait quelque chose. Là, c'est on s'oppose à ce que quelque chose soit fait. Donc, à ce qu'une loi ordinaire soit prise, à ce qu'une loi unanime soit prise, à ce qu'une loi organique soit prise, une loi de finances, une ordonnance, un décret, une loi constitutionnelle. Sur quoi peut porter le veto scientifique? Est-il suspensif ou absolu? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, il est absolu. Quelle est la différence entre un veto scientifique suspensif ou absolu? Suspensif veut dire que ça suspendrait l'application pour un temps d'une loi. Ce serait par exemple, le conseil scientifique dit que telle loi de l'Assemblée nationale méconnaît les connaissances scientifiques, donc, veto suspensif, pendant un mois, la loi ne pourra pas être promulguée, ou, veto suspensif d'une autre manière, l'Assemblée nationale devra revoter pour confirmer sa décision. Ou absolu, c'est-à-dire, seul le conseil scientifique peut retirer son veto. Tant que le veto n'est pas retiré par le conseil scientifique, la loi, par exemple la loi de l'Assemblée nationale, ne pourrait pas être prise. Alors, venons-en maintenant à autre chose, car ça pourrait bloquer la situation. Le conseil scientifique dispose également d'un préavis de veto. Tout comme un préavis de grève, le conseil scientifique dit « je vais mettre un veto là-dessus si c'est pris ». Donc le préavis de veto, il l'utilise avant le vote final d'une loi. Il signifie donc une intention de veto. Ce n'est pas encore un veto. C'est juste j'ai l'intention de mettre un veto sur ça, sur cette loi. Loi ou autre chose, on va voir après sur quoi. C'est ça le préavis de veto. Ça permet du coup à la chambre, à la personne concernée, par ce préavis de veto, de faire attention, de revoir sa position avant de prendre sa décision finale, pour éviter qu'il y ait du coup un veto. Le veto doit être vraiment, le veto scientifique doit être en dernier ressort. Les rapports et avis en tant que mission de conseil et le préavis de veto sont là pour éviter que le veto scientifique soit utilisé. Pour veiller, du coup, pour que le conseil scientifique veille à la scientificité, disons-le comme ça, de la loi. De la loi ordinaire, de la loi unanime. On y vient tout de suite. Le veto ou le préavis de veto, les deux peuvent porter. Oui, c'est mal conjugué, je m'en excuse. Le veto ou le préavis de veto, le veto peut porter. J'ai dû rajouter préavis de veto entre deux en écrivant et je l'ai pas corrigé. Le veto ou le préavis de veto peut porter sur une loi entière ou seulement sur un article, plusieurs articles ou une partie de la loi. Donc par exemple, sur une loi, le préavis de veto va dire des articles 2 à 27, ça ne va pas. Le reste, tout va bien, sauf également l'article 47. Voilà, ça ne va pas, je mets un préavis de veto sur ces articles-là. Ou sur toute la partie 1 si c'est découpé en parties. En tout cas, ça peut être par article, sur une partie de la loi, ou sur toute une loi, mais ça ne peut pas être à la ligne. Ça doit être minimum un article. Car s'il pouvait mettre un veto absolu à la ligne, il pourrait supprimer des mots
dans la loi pour faire ce qu'il entend. C'est-à-dire transformer avec les lettres ou avec les mots d'un article complètement la loi pour lui donner un sens différent. Il ne peut pas faire ça. Il s'oppose, il ne peut pas, du coup, être législateur politique en faisant ça. Donc c'est impossible de faire à la ligne. Ça doit être un article entier minimum. Le préavis de veto peut être utilisé également sur un article avant son adoption. Pas sur un amendement, car si c'était sur un amendement, ce serait beaucoup trop de travail pour le conseil scientifique, et ça serait du coup très compliqué, notamment pour le conseil scientifique, et pour les personnes qui amendent, puisque au sein des assemblées, il y a énormément d'amendements. En plus qu'il y ait énormément d'articles, il y en a encore plus d'amendements que d'articles dans une loi. Ou sur une loi plutôt, pour les amendements. Il y a beaucoup d'articles dans une loi, il y a énormément d'amendements qui portent sur ces articles et sur cette loi. Et donc c'est sur les articles et non pas sur les amendements. Pour éviter la surcharge de travail pour le conseil scientifique et la désorganisation totale et le blocage au sein des chambres ou des pouvoirs concernés par ce veto ou préavis de veto scientifique. Alors, sur quoi ça porte? Je le dis tout de suite, les procédures de veto et préavis de veto scientifique ne portent. Et là, c'est bien conjugué. Voilà, j'ai réfléchi et j'ai dû écrire, comme je l'ai dit avant, le veto peut porter sur une loi entière et rajouter préavis de veto après, et oublier de corriger, et ensuite écrire ce paragraphe-là. Les procédures de veto et préavis de veto scientifique ne portent que sur les lois ordinaires. Les lois unanimes, également, sa mission est de veiller à ce que toutes les lois ordinaires comme unanimes soient conformes, en tout cas ne méconnaissent pas les connaissances scientifiques, donc les lois ordinaires et les lois unanimes avant promulgation, parce que dès que les lois rentrent en vigueur, si le conseil scientifique peut mettre son veto après, alors que la loi a commencé à s'appliquer ou que c'est une loi très ancienne, ça pose des gros problèmes de sécurité juridique pour les citoyens, pour le gouvernement, pour toute la nation, pour tout le pays, si le conseil scientifique peut mettre des vétos a posteriori après que quelque chose soit pris. Donc sur les lois ordinaires, sur l'unanime, mais également sur les ordonnances, avant leur ratification par l'Assemblée nationale. Pourquoi? Sur les ordonnances, parce que les ordonnances ont vocation à avoir valeur législative au final, lors de leur ratification par l'Assemblée nationale. Même s'ils sont en vigueur, puisqu'ils ont été promulgués, tant qu'ils ne sont pas ratifiés par l'Assemblée nationale, ils n'ont pas de valeur législative, et donc même s'ils sont promulgués en tant qu'ordonnances, qui n'ont pas encore valeur législative, le veto, ou le préavis de veto, mais plutôt du coup le veto scientifique, pourra être posé. C'est seulement à partir du moment où il y a ratification, et que donc les ordonnances ont une pleine valeur législative, que le veto ne peut plus être posé par le conseil scientifique. Ce veto ne doit pas porter sur les lois de finances, car elles sont déjà très compliquées à prendre, et s'il n'y a pas de loi de finances de voter, les finances de l'État sont bloquées, les dépenses ne peuvent pas avoir lieu, l'impôt ne peut pas être collecté, ça pose de gros problèmes, donc ça ne doit pas porter sur les lois de finances. Ça ne doit pas porter non plus sur les lois organiques ou les lois constitutionnelles, pour quelle raison? Parce qu'il n'y a pas de choses scientifiques, en principe, dedans. Ce sont des lois qui portent uniquement sur l'organisation des pouvoirs, et donc ce sont des questions politiques, philosophiques, et non pas des questions scientifiques. Ça ne doit pas porter non plus sur les décrets et arrêtés, puisque sinon ce serait une charge beaucoup trop importante de travail pour le conseil scientifique, et son travail est au sein du Parlement, et ce n'est pas une instance qui doit veiller à l'ensemble des décrets et arrêtés du gouvernement, des maires, des préfets, etc. J'en oublie peut-être. Oui, bien sûr, les conseils départementaux et régionaux pour ce qui est du cas actuel. Ce serait une charge trop importante de travail pour le conseil scientifique, et ce n'est pas son rôle premier de vérifier à ce que l'ensemble du droit avant d'être pris puisse être en conformité avec les connaissances scientifiques. Ce travail est exclusivement sur les textes à valeur législative, à savoir les lois ordinaires, les lois unanimes et les ordonnances. Même si, évidemment, sur le gouvernement, il a un pouvoir d'influence, puisqu'il le conseille. Il fait des rapports de son propre chef. Il peut être saisi par le gouvernement pour faire des rapports, pour rendre des avis. Donc voilà sur le veto scientifique. Maintenant, voyons les dialogues entre les chambres, les travaux communs, dont le contrôle et l'évaluation vus à la partie 2 de cet épisode. Il peut y avoir une commission de conformation de la loi aux connaissances scientifiques. C'est pour éviter le blocage lorsqu'il y a veto scientifique. Les députés ou les sages représentant leur assemblée et les conseillers scientifiques compétents sur le veto qui a été posé se réunissent dans une commission de conformation de la loi aux connaissances scientifiques. Cette commission est automatiquement créée si un veto scientifique est déposé pour résoudre le problème. Elle peut être créée
elle peut, par l'Assemblée nationale ou la Chambre des sages, dès qu'un préavis de veto scientifique est déposé. Pas par le conseil scientifique, ce n'est pas à lui de décider. Ce n'est pas au conseil scientifique de décider si l'Assemblée nationale ou la Chambre des sages veut discuter avec lui pour résoudre le problème. Lorsqu'il y a un préavis de veto. S'il y a veto, c'est automatique. S'il y a préavis de veto, non. C'est seulement si l'Assemblée nationale ou la Chambre des sages le souhaitent. Le CS, le Conseil scientifique, peut travailler formellement avec l'Assemblée nationale, AN, pour l'évaluation, c'est-à-dire des rapports ou des missions d'évaluation en commun. Par exemple, dans le cadre de l'évaluation, le Conseil scientifique et l'Assemblée nationale peuvent travailler en commun, faire des rapports, des avis, des missions d'évaluation en commun. L'Assemblée nationale et la Chambre des sages ne peuvent travailler formellement ensemble que dans leur mission de contrôle-information, mais pas dans leur mission de contrôle-sanction. Mission d'ailleurs très réduite pour la Chambre des sages, comme on l'a vu précédemment. Par exemple, ils peuvent faire des commissions d'enquête communes, ou faire un rapport d'application de la loi commun à la Chambre des sages et à l'Assemblée nationale. Également, les membres des chambres discutent, c'est évident en fait, de manière informelle, en dehors du cadre du travail parlementaire. Le dialogue entre les chambres se fait via ces procédures-là, via le travail parlementaire, en commission, en mission d'information, dans le cadre des fonctions de contrôle, d'évaluation, et pour le cadre législatif avec la commission de conformation de la loi aux connaissances scientifiques, mais en dehors du travail parlementaire, de manière informelle, les membres des chambres discutent. C'est notamment le cas entre les députés et les sages, qui sont membres des mêmes partis, d'où une influence possible de la Chambre des sages sur le travail de l'Assemblée nationale. Comme les partis sont forcés de travailler ensemble, de discuter, de dialoguer dans la Chambre des sages, on peut supposer qu'il y a un rapprochement ou du moins une discussion et non pas un clash et une opposition et une simple présentation des opinions des partis au sein de l'Assemblée nationale. C'est pour plus de maturité, disons, des parlementaires. C'est entre autres pour ça que la Chambre des sages est pensée, comme je l'ai expliqué au début avec la première partie de cet épisode. Passons donc à la conclusion, on va rappeler tout ce que je viens de voir dans les grandes lignes. Le travail législatif, c'est l'Assemblée nationale, qui fait les lois ordinaires, et détermine la politique de la nation en relation avec le gouvernement. La Chambre des sages fait les lois unanimes, principales ou éminentes, à l'unanimité des sages, pour viser les meilleures lois, la permanence, se rapprocher d'une vérité politique entre guillemets, cimenter la nation, créer du lien forcé, le dialogue politique. Le Conseil scientifique, lui, doit veiller à ce que les lois ne soient pas en contradiction avec les connaissances scientifiques. Le Conseil scientifique, et je le répète car c'est important, ne doit pas donner son opinion politique. Il doit seulement veiller à ce que les lois ne soient pas en contradiction avec les connaissances scientifiques. Prenons un exemple ici, dans la conclusion que je n'ai pas pris plus tôt, et qui est important. Imaginons, une loi est faite, et ne va pas dans le bon sens, par exemple pour lutter contre le changement climatique. Le Conseil scientifique peut mettre son veto si la loi dit clairement qu'elle veut lutter contre le changement climatique et qu'au final, elle fait tout le contraire et n'est pas conforme du coup aux connaissances scientifiques puisqu'elle ne prend pas acte des connaissances scientifiques et fait absolument n'importe quoi d'un point de vue scientifique. Mais si une loi est prise, empire le changement climatique, et que la loi n'est pas faite pour lutter contre le changement climatique, le Conseil scientifique n'a rien à dire. C'est un objectif politique de lutter contre le changement climatique. Politico-philosophique. Qu'on croit au réchauffement climatique ou non, ça c'est autre chose. Qu'on veuille lutter contre ou non, c'est une question politique ou philosophique. Souhaite-t-on prendre le risque qu'il nous arrive des problèmes extrêmement importants liés au réchauffement climatique, montée des eaux, sécheresse, canicule importante, peu importe, toutes ces conséquences possiblement désastreuses que les scientifiques nous alertent. Si défendre en luttant contre le changement climatique est un choix politique, si on veut le faire et qu'on le met dans une loi, si on fait n'importe quoi par rapport à ce qu'on sait scientifiquement et dont on est sûr sur des connaissances scientifiques, il peut y avoir veto, sinon c'est un problème politique, et non pas un problème scientifique. C'est important de le préciser, même si ça me prend un peu plus de temps. Passons maintenant à la suite, allons très vite pour finir cette conclusion. Le contrôle, l'Assemblée nationale, la Chambre des sages pour le contrôle d'information et le contrôle sanction, même si le contrôle sanction c'est très peu pour la Chambre des sages, c'est surtout pour l'Assemblée nationale. L'évaluation des politiques publiques, c'est l'Assemblée nationale et le Conseil scientifique. Pour le Conseil, c'est le Conseil scientifique seul, il peut être saisi comme le Conseil d'État pour conseiller le gouvernement, mais aussi les deux autres assemblées. Il a des relations avec les autres institutions de conseil, le CESE, Conseil économique, social et environnemental, ou la Cour des comptes, il fait ses propres rapports, etc.
il y a la primauté de la loi unanime principale et éminente sur la loi ordinaire. Les lois prises par la Chambre des sages ne peuvent être changées que par elles-mêmes, sauf en cas de situation exceptionnelle. La Chambre des sages décide à l'unanimité des votes exprimés, non pas à l'unanimité des sages, et sur demande motivée du gouvernement, du chef d'État ou de l'Assemblée nationale, qu'un autre législateur, Assemblée nationale ou gouvernement habilité par l'Assemblée nationale, lequel devra être précisé par la demande, pourra changer une loi unanime. Donc la Chambre des sages ne peut pas elle-même décider qu'un autre législateur pourra changer une loi unanime, et il y a saisie automatique de la Cour constitutionnelle. Le veto scientifique est absolu. Le préavis de veto, c'est surtout au parti d'une loi ordinaire, d'une loi unanime ou d'une ordonnance. Il y a des dialogues entre les chambres et les travaux communs dans la commission de conformation de la loi aux connaissances scientifiques. Et également, lors du contrôle d'information et de l'évaluation, et de manière informelle, notamment entre les parties. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, qu'on a vu les pouvoirs pour chaque chambre, qui sont exactement les membres des chambres? Comment sont-ils choisis? C'est extrêmement important, et c'est ce qu'on verra du coup dans l'épisode 24. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir regardé cet épisode. C'était Elsker, et à bientôt.